Bien, bonjour à toutes. Merci d'être venu sur cet atelier qui va être un petit peu chamboulé dans ma préparation. Je vais vous dire tout de Recording in suite pourquoi. progress. Sur le numérique responsable. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas touché par déjà cette notion quand je vais vous dire que le responsable de cette action est coincé sur le parking de, du village Baïséa pour cause d'explosion d'une voiture électrique. Bon, et qui a en cascade fait deux ou trois trucs, je crois, je sais pas. Bon, bref, j'espère que Yannick pourra nous rejoindre au moins ou demain. Donc, je vais avoir la lourde charge de faire et le responsable d'action et l'animation. Et puis, mon truc, il est foutu, parce que, bien sûr. Alors, je suis ravi quand même de vous accueillir pour cette table ronde. Et je vais faire une petite introduction et vous dire comment on va travailler. Donc, selon Green IT, vous connaissez peut-être, le numérique responsable est, ouvrez les guillemets, l'ensemble des technologies de l'information et de la communication dont l'empreinte économique, écologique, sociale et sociétale a été volontairement réduite et ou qui aide l'humanité à atteindre des objectifs du développement durable. Fermez les guillemets. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, en fait, le numérique n'est pas une industrie virtuelle, puisqu'il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans ces conditions, quels sont nos leviers d'action? C'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. La problématique du numérique responsable se décline en plusieurs axes, dont trois principaux. Tout d'abord, le réemploi des équipements numériques. On en a parlé tout à l'heure déjà en introduction. Le représentant de l'État en a parlé. C'est un enjeu majeur. Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, il est crucial de prolonger la durée de vie de nos équipements. Le réemploi permet non seulement de réduire les déchets électroniques, mais aussi de diminuer notre empreinte carbone puisqu'on fabriquerait moins de nouveaux équipements. Ensuite, nous pourrions aborder l'utilisation raisonnable des outils numériques, en particulier ceux qui sont ou qui étaient de gros consommateurs d'énergie et data centers. Nous avons un élément d'actualité de la semaine dernière à la réunion avec Omega One. Les serveurs et même nos appareils personnels qui consomment une quantité significative d'énergie. Il est donc impératif d'adopter des pratiques plus durables, comme l'optimisation de nos usages, le choix d'équipements moins énergivores et la sensibilisation à l'impact de nos choix numériques. Enfin, et c'est quand même le thème de cette manifestation, l'inclusion numérique, la sensibilisation lors de la montée en compétences numériques de base est essentielle. Alors que de plus en plus de personnes accèdent aux outils numériques, il est important de les éduquer sur les bonnes pratiques et les enjeux liés à un usage responsable. Cela inclut la protection des données personnelles, la cybersécurité, mais aussi la compréhension des impacts environnementaux de nos choix technologiques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir autour de cette table des experts et des acteurs engagés dans ces domaines pour explorer ces enjeux, partager des expériences et réfléchir à des solutions concrètes pour un numérique plus responsable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous les présenter par ordre alphabétique, c'est foutu. Yannick Bérézé n'est pas là, DG de Isodome. Claude Clergue, président de Écologie Réunion. Émilie Linkwang, fondatrice de l'association Fresque.re. Anne-Laure Maillet, consultante chez Isodome. Laurence Rézac, directrice de programme inclusion numérique, entre autres fonctions dans le groupe Orange. On va retenir que celle-là aujourd'hui, Laurence. Merci. Donc, si vous voulez bien, on va tout changer. Je voulais commencer par donner la parole à Isodome et de finir par Isodome. Donc, tu ne parleras pas deux fois. Non, enfin, une seule fois suffira. Mais par contre, on va commencer par Isodome. Donc, Anne-Laure, en 4 minutes, hein, on va faire un tour de table, il faut qu'ensuite on travaille ces enjeux tous ensemble. 4 minutes, présentation comprise. LOL. Donc, comment penses-tu, après s'être présenté, comment pense-t-on au numérique responsable dans une entreprise d'accompagnement en transformation digitale et environnementale, si j'ai bien compris ce qu'on fait chez Isodome? En effet. Attends. Alors, du coup, Anne-Laure Maillet, je suis consultante système d'information pour le compte d'Isodome. J'ai une très grosse casquette technique vu que je fais aussi bien du développement, de la sécurité que de l'automatisation. À côté de ça, accompagner nos clients sur du numérique responsable, en fait, c'est les faire travailler sur 4 grands piliers d'un SI durable. Donc, la sécurité, la résilience qui va représenter une part vraiment non négligeable. La partie vraiment qualité, donc tout ce qui va être automatisation, testing automatisé, etc.
et tout ce qui va être accessibilité pour inclure un petit peu plus des parcours clients que les clients sont susceptibles de comprendre, des guides utilisateurs disponibles en ligne pour équiper leur plateforme en exemple, ou encore aussi d'un point de vue très Green IT, éco-concevoir nos logiciels. Alors ça peut paraître très bête, mais aujourd'hui un data center et du réseau, c'est peanuts comparé à la consommation à l'usage ou à la fabrication des équipements numériques, qui elle est plutôt autour de 60% des consommations globales des systèmes d'information. Du coup, on va essayer de travailler à alléger tout ce qui va être consommation, énergie, sur les logiciels qu'on va produire pour nos clients. Merci Anne-Laure. On n'a même pas la parité sur cette table. Yannick aurait un petit peu relevé, mais bon, là, désolé Claude, tu seras. Voilà. Donc, on va. Émilie, t'as bien fait de parler. Comment, si j'ai bien compris, fresque.re, c'est s'engager pour la réunion. Comment est-ce réagir numérique responsable, s'engager pour la réunion de demain? Donc Émilie Ling Kwang, pour vous parler rapidement de fresque.re, c'est une association qu'on a montée il y a bientôt 2 ans, qui regroupe des animatrices et des animateurs pays d'ateliers de sensibilisation, qui s'appellent donc des fresques, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Donc la plus connue étant la fresque du climat, mais il existe aussi du coup la fresque du numérique, mais aussi des fresques de l'inclusion ou de l'équité, voilà, sur plein de sujets de transition écologique et sociétale. Et l'idée en fait de l'association, ça va être vraiment de permettre à ces animatrices et animateurs de mutualiser leurs efforts, donc se dire que voilà, on a autant des personnes qui sont bénévoles que des personnes qui sont professionnelles de l'animation de ces ateliers, et l'idée ça va être de leur permettre de démultiplier leur impact avec la même énergie. Et donc si l'un d'entre nous se dit moi j'ai vraiment envie d'aller agir dans les écoles, il va se dire on va contacter le rectorat pour pouvoir aller dans toutes les écoles, parler éventuellement du numérique responsable ou d'autres sujets de transition. Et l'idée, c'est que tous les autres animateurs vont pouvoir bénéficier en fait des contacts et du projet qui aura été mis en réseau. Parce que si on fait chacun nos initiatives dans notre coin, c'est moins efficace que quand on met en commun, parce qu'effectivement c'est aussi la thématique du jour. Et donc l'objectif c'est vraiment le collectif, coopérer, faire ensemble pour sensibiliser sur ces différents sujets. Et sur le numérique en particulier, je crois qu'on a une quinzaine d'animateurs et d'animatrices qui sont spécifiquement sur les sujets du numérique responsable. Merci Émilie. Donc Laurence, une petite provocation quand même. Est-ce que pour Orange, penser réemploi, reconditionnement des équipements quand on est un fournisseur, c'est pas se tirer une balle dans le pied? Oui, effectivement, c'est provocation. Donc, Laurence Rezac, donc directrice de programme Inclusion numérique, et je m'occupe également de la Fondation Orange pour les territoires de la Réunion et de Mayotte. C'est vrai que j'ai surtout une casquette sur la partie accompagnement responsable pour accompagner l'usage du numérique et le développement des compétences sur le sujet. À côté de ça, c'est vrai que parmi nos engagements, tout à l'heure, Géraldine Drula, notre nouvelle déléguée régionale et directrice communication RSE, intervenue et nous a rappelé la raison d'être d'Orange, qui est Orange est un acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est vrai qu'il y a à la fois le volet, il y a aussi le volet environnement, aussi pour l'égalité numérique, une société de confiance et pour une économie responsable. Donc nous intervenons, effectivement, nous avons aussi des actions sur le volet environnement. Par rapport justement, on va proposer des produits reconditionnés, et c'est une façon pour nous en fait de nous adapter aux nouvelles attentes de nos consommateurs qui sont très sensibles justement à ce qu'un opérateur puisse intervenir et se soucie justement des impacts environnementaux. Donc
Donc voilà, ça fait partie également de notre ADN. Et à côté de ça, donc nous avons un programme sur le volet justement sur la partie inclusion numérique qui nous permet d'opérationnaliser justement cette raison d'être et de montrer concrètement sur le terrain comment nous accompagnons enfin tout le monde, enfin vraiment le plus grand nombre, les jeunes, les moins jeunes, dans l'usage du numérique et aussi dans le développement des compétences avec notamment le programme Orange Digital Center. Donc on voit vous avez vu sur le site, donc qui accompagne avec différents ateliers, donc différents niveaux d'ateliers. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres partenaires qui le font aussi, notamment sur le territoire. Nous travaillons aussi avec ces partenaires associatifs qui sont en contact avec la population, qui est vraiment bien au fait des attentes des uns et des autres. Et nous, justement, nous travaillons ensemble pour à la fois commencer avec des ateliers de sensibilisation et de façon modulaire et progressive, nous accompagnons, nous leur proposons en fait des parcours expérientiels pour petit à petit désacraliser justement le numérique et aller plus loin, en proposant même des parcours qui favorisent l'employabilité des personnes que nous accompagnons quand c'est nécessaire. Je reviendrai sur le sujet, mais voilà un petit peu ce que nous proposons. Merci Laurence, ce n'était que la provoque, je connaissais les capacités du groupe, en tout cas de Orange Réunion Mayotte, puisque ça fait des années même que nous avons discuté réparation, reconditionnement et autres avec vos services compétents. Maintenant, alors, Claude, 4% des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que le président d'Écologie Réunion pense qu'il faut faire pour réduire ce taux? Avec l'aide de qui? Comment? Avec l'aide de tous déjà. Comment? En faisant en sorte qu'il y ait des puits carbone qui agissent efficacement de plus en plus. Déjà, la France est un pays qui est en haut de l'échelle de la résilience carbone, puisqu'on a un pourcentage qui est le plus faible, je crois, du monde. On a beaucoup progressé. Et puis, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut développer tous les puits carbone, à commencer par la Terra Negra, qui est ce qu'on appelle du biochar. C'est tout neuf, c'est pour ça que je l'emploie. Ça va un petit peu remettre du compost dans les mémoires. Le biochar, c'est une compost végétaux et animaux qui sont cuits par pyrolyse. Ce sont les Amazoniens appellent ça la Terra Negra. C'est extrêmement fertile. C'est un immense puits de rétention carbone, sa rétention de l'eau aussi, et c'est bien plus puissant que la photosynthèse des arbres, etc. Plus la mer est aussi quoi qu'on en dise, un réservoir pour bloquer le carbone, très important. On pourra y revenir tout à l'heure. Enfin, il y a nos comportements à nous, êtres humains, au niveau de la sobriété numérique, au niveau de la réutilisation des objets dont l'obsolescence est en général programmée. Là, je rejoins Miss Orange Mayotte Réunion, parce que j'ai bien capté tout ce qu'elle dit. Je n'oublierai pas ça. Alors là, et puis, il y a d'autres incidents qu'on peut mettre en place. Par exemple, ma voiture, elle est équipée avec un kit hydrogène. D'abord, je suis passé de 10 litres à 6 litres. Et ensuite, je rejette quasiment plus de carbone dans l'atmosphère, sauf de la vapeur d'eau. Et le kit hydrogène que j'utilise à ce site particulier, c'est qu'il n'y a pas de réservoir d'hydrogène. L'hydrogène est fourni quand le moteur tourne par un petit compresseur. C'est-à-dire que ça ne peut pas exploser, comme ce qui s'est passé sur le parking d'Isodome, puisque c'était pas d'hydrogène, ce sont des batteries de voitures qui sont des bombes et qui peuvent exploser, tout comme l'hydrogène s'il y a un réservoir d'hydrogène dans la voiture. Donc là, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent se faire et qui peuvent amener à une plus grande résilience pour arriver à un maximum de moins de 4%, 3%, 2% de carbone, quoi.
Voilà, je répondrai plus précisément à vos questions si vous le désirez, mais là, je reste dans les généralités. Merci Merci à vous. Claude. Merci Claude. Alors effectivement, la semaine dernière, Omega One, 4% d'émissions de gaz à effet de serre par le numérique, mais il y a des tendances. Il y a des tendances, j'ai sorti dans différentes réunions ce que vient de faire Nantes, c'est-à-dire qu'un data center est pratiquement autonome d'un point de vue énergétique, avec, c'est une société qui le vend en kit d'ailleurs, la ville de Nantes s'est équipée, panneaux solaires bien sûr, et refroidissement par eau tout simplement parce que c'est sur la Loire. Et donc, alors, en discutant, et dans une commission très très sérieuse du Conseil de la culture, éducation et l'environnement, à laquelle j'appartiens, il y a un collègue qui me dit on va mettre ça dans la piscine du Chaudron. Je dis, bon, attends, il faudrait qu'elle soit en pente pour qu'il y ait un courant quand même, donc ça c'est compliqué. C'était une plaisanterie, mais voilà des pistes. On a parlé de SWAC très longtemps à la Réunion, peut-être que ça va ressortir. Voilà. Alors, j'avais prévu, bien sûr, de terminer par Isodome. Mais je dis, alors, non, j'ai pitié. J'avais prévu de demander à Yannick, qu'est-ce qui n'a pas été dit encore sur le sujet du numérique responsable par les autres orateurs? Eh bien, cette question, je la pose à la salle. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui vous intéresse, que nos experts vont pouvoir développer? Ils vous ont tous dit que ils ont plein de notes, de bouquins, de machins, de trucs, et ils vous ont pas tout dit. Donc c'est le moment de les interroger. La première question, c'est toujours la plus difficile, hein, n'est-ce pas? Comment on ferait? Tout ça. On va les laisser développer. Ah, ben voilà, c'est super. Il n'y a pas de question peu importante, monsieur. Toujours il y a une question, point. Merci, monsieur. Alors, premièrement, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Et honnêtement, j'ai plein de questions, mais je vais juste poser une seule pour commencer. En fait, beaucoup de nos déchets sont envoyés dans les pays troisième monde, en fait, les pays pauvres, Afrique, l'Asie, tout ça. Et c'est vrai, en fait, c'est bien qu'on pense aujourd'hui à voitures électriques, on pense à ça, mais une voiture électrique, c'est les produits qu'on ramène en fait, pour créer les batteries, comme vous avez dit. C'est des enfants de 8 ans qui travaillent dans des mines au Gabon et au Ghana pour chercher du cobalt pour produire ces produits. Donc là, premièrement, on détruit l'environnement de ces pays pauvres pour avoir des produits, pour dire, voilà, on fabrique des produits écolos. Et la deuxième chose, c'est que, oui, c'est vrai, on est responsable, mais après, responsable, nos produits, on les jette dans d'autres pays qui sont pauvres en Afrique, sous le nom de reconditionnement, de réutilisation de ces produits. Est-ce que vous avez des statistiques? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup de pays qui souffrent à cause de ça. Ce n'est pas des pays, ce n'est pas les dirigeants qui souffrent, c'est le pauvre peuple qui souffre. C'est les gens qui habitent entourés par des déchets de l'Europe, des États-Unis et partout. Donc, est-ce qu'on pense à ces gens-là ou pour l'instant, ce n'est pas la priorité? C'est une vraie question. Tout le monde se précipite. Écologie Réunion, Isodome, Fresque, Orange. Qui c'est qui a levé la main en premier? C'est Anne-Laure? Mais Claude est un garçon galant, je le sais. C'est le fait d'acheter seul homme accompagné de 3 femmes. Alors, faut savoir aujourd'hui, pour remettre un peu des métriques, parce qu'on n'a peut-être pas les réponses à tout d'un point de vue problème géopolitique sur beaucoup de sujets là-dessus. Aujourd'hui, le plus gros de l'empreinte laissée par le numérique, ça va pas être le data center, l'infrastructure ou le réseau, c'est les 34 milliards d'équipements en service. Faut savoir que quand tu as un ordinateur de 2 kilos dans tes mains, t'as 200 kilos de combustion fossile brûlée, t'as 600 kilos de minerais, plus des milliers de litres d'eau. À côté de ça, si je te repositionne les consommations à l'usage, t'es à 30% sur de l'équipement numérique, plus 30% sur de la fabrication d'équipements numériques. Donc, le plus gros de la consommation, au final, c'est plutôt la consommation de masse que le data center ou le réseau. Faut savoir aussi que tu as 76% des ressources extraites du sol qui vont vers tes équipements numériques.
que dans ton recyclage, effectivement, tu as 17% seulement de tes produits qui sont recyclés, tu as 60% qui partent effectivement dans des décharges clandestines, et tu as tout un pan, du coup, de terminaux dans des maisons qui ne bougent pas et restent dans des tiroirs. Ça, c'est vraiment important de pouvoir recaler ça. Derrière le recyclage, il est partiel. On n'a pas de solution pour avoir un matériau pur qui va ressortir derrière. Sur ce recyclage partiel, du coup, tu as toute cette notion de Excuse-moi, décyclage. Laure. Si la régie m'indique que Fallait... il ne faut utiliser que ce micro pour les gens qui sont à distance. Je peux ne pas tout redire, rassure-moi. Et du coup, avec ce recyclage, tu as une petite notion qui s'appelle le décyclage. En fait, c'est qu'effectivement, on recycle, mais ça va pas repartir dans de l'équipement numérique, parce que quand on produit un équipement numérique, on a besoin de 100% de pureté. Donc, il y a vraiment énormément de problématiques. On en est conscient. On est conscient que ça crée énormément de problèmes, qu'il y a énormément d'impact social et éthique, de risques géopolitiques. Après, il y a des solutions aussi bien entreprises, qui vont être, par exemple, changer ta politique d'achat. T'es pas obligé de renouveler ton parc informatique tous les 3 ans, tu peux le faire tous les 7 ans. Tu peux prendre des contrats de maintenance pour ton matériel informatique et te dire que tu prends des solutions longue durée. Tu vas essayer de mutualiser les choses. Tu prends des logements sociaux aujourd'hui, pourquoi avoir 50 box internet par appartement? Ça n'a pas forcément de sens. Tu vas retrouver l'éco-conception, à laquelle je ferai référence, qui est une grosse valeur d'Isodome. Tu vas avoir des actions de sensibilisation, comme Émilie le fait avec la fraise du numérique, qui va être acculturer les gens un peu sur ce cycle de vie et faire réaliser et prendre conscience aux gens que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand on va dans les écoles, on voit bien les étudiants nous dire « Tiens, je vais penser à acheter du reconditionné ». Mais c'est des choses où si on fait pas ces passes de sensibilisation, en fait, on n'explique pas forcément tout ce qu'il y a derrière, que c'est vraiment quelque chose de matériel et que mine de rien, faut être précautionneux. On est aussi sur des matériaux finis et ce sera pas forcément quelque chose qu'on pourra renouveler dans le temps, même si on est doué pour évoluer. Les terres rares, ça reste les terres rares. Les minerais, ça reste des minerais finis. Et tout ça, c'est des enjeux qui sont très très mondiaux aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité. Quand on regarde, même quand on te parle d'énergie renouvelable aujourd'hui, un panneau solaire, c'est construit avec un matériau fini. Je sais pas si ça répond à ta question. Alors, ton recyclage, il est découpé en 2 parties. Tu as une partie qu'on va récupérer, le reste part en centre d'enfouissement pour les 17% ou en incinération. Et sur ce qui est incinéré, sur 1 tonne, tu as 300 kilos de déchets générés entre cendres et déchets purs. Merci. Est-ce que on n'a pas oublié la partie environnementale, terrain, avec ses enfants ou autres? Moi, je me retrancherai derrière nos origines. Solidarnum, si vous regardez, vous avez dans notre logo ce symbole un petit peu de recyclage. On a été nommé pôle interrégional La Réunion-Mayotte pour le plan Ordi 2.0, 2 comme deuxième vice-ordinateur. Donc c'était en 2011. C'est l'origine de notre association d'ailleurs. Et on a observé sur ce territoire beaucoup de choses qui ne sont pas très très légales. Et quand on remonte cette information à Paris, il me dit Totoche Azote. Mais j'ai pas le temps. Non, mais c'est vrai en plus. Vous avez des règles. Il y a la règle des éco-organismes ou autres qui régissent un petit peu ces activités. Il faut voir que non seulement elles ne sont pas respectées, mais qu'on les cautionne puisque vous avez des entreprises qui sont convoitées par des grands groupes pour être rachetées sur notre territoire réunionnais. Bon, donc moi personnellement, le fait de voir ces enfants travailler dans ces mines, on a vu pire. Hein. On a vu pire au moment du recyclage. On a vu, il y a des vidéos qui le montrent. On a vu des formateurs, des encadrants de ces marmailles leur expliquer comment, en brûlant un bout de plastique et en le sentant, savoir si c'était recyclable ou pas, c'est du PLA ou pas. Imaginez les poumons de ces enfants en quelque temps. Bon, moi, ça me fait quelque chose. Effectivement, je vous rejoins là-dessus. Madame, je crois que vous aviez une question pour nos experts. Attention, ils tremblent tous. Déjà, merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment passionnant, en fait, je trouve, de discuter de ces questions. Et puis, pour rebondir sur la première remarque, je trouve aussi, qui me paraît
très pertinente sur la question des déchets, des objets en fin de vie. Je me demandais en fait quel était le contexte justement des équipements numériques en fin de vie à La Réunion, comme voilà, de par le contexte insulaire, j'imagine que c'est, enfin je sais pas s'il y a des entreprises qui travaillent là-dessus ou s'il faut tout renvoyer en métropole, enfin voilà. C'est pour qui? Émilie. Alors, je vais parler des équipements avant leur fin de vie, parce qu'effectivement, l'objectif pour minimiser l'impact de l'ensemble de ces déchets, donc à la fois les enjeux éthiques au moment de l'extraction des matières premières, mais aussi du coup de l'enjeu de l'enfouissement, du traitement et du recyclage de ces déchets, l'objectif c'est d'allonger la durée de vie de nos produits. Et donc comment on peut faire pour faire ça du coup déjà sur l'île, on a différents acteurs qui vont nous permettre d'allonger la durée de vie de nos produits. Donc il y a les enjeux de sensibilisation dont on a un tout petit peu parlé, le fait d'expliquer aux gens comment prendre soin de leur matériel et quels en sont tous les impacts pour qu'ils évitent de le jeter. Il y a le fait de faire sortir des tiroirs les milliers, voire les millions de téléphones et d'ordinateurs qui traînent dans des placards et des tiroirs en perdant progressivement de la valeur, alors que au moment où on a fait le geste de changer de téléphone, le téléphone qu'on avait entre les mains, 89% du temps, il est fonctionnel. Hein, donc, c'est 88% des Français changent de téléphone alors que le précédent fonctionne encore. Donc, ce téléphone-là, il faut absolument en faire autre chose que de le mettre dans un placard et essayer de le faire circuler, le vendre sur le Bon Coin, le redonner, le ramener dans les boutiques. Il est forcément repris, mais aussi juste le donner à son petit cousin, peu importe, juste lui donner vraiment une seconde vie. Et quand c'est une histoire de réparation, parce qu'à un moment, voilà, ça peut être un écran cassé, une batterie qui fonctionne plus, etc. On a des acteurs du coup à La Réunion qui vont aussi être capables de faire donc de la réparation. Alors sur le téléphone, c'est un petit peu plus compliqué à faire que sur les ordinateurs, mais du coup sur les ordinateurs, c'est beaucoup plus accessible. Donc on a tout un tissu associatif avec 3 gros acteurs du coup à La Réunion qui sont Lagam, Ladri et Emmaüs. Enfin, Emmaüs, du coup, c'est avec la gamme, peut-être. Oui, mais qui font de la réparation. Oui, mais du coup, en dehors de la partie ressourcerie, il y a vraiment le fait de récupérer du matériel, de le réparer et ensuite de le remettre en circulation. Et en plus, ces associations vont travailler à la fois sur le fait de allonger la durée de vie de ces équipements, mais en plus de rendre accessible le numérique par la suite en redonnant ces équipements à des personnes qui sont éloignées du numérique, en les accompagnant avec des formations, etc. Donc on est vraiment sur des boucles de gagnant-gagnant-gagnant où tout est bénéfique. C'est de l'emploi local, c'est de l'allongement de la durée de vie, c'est de l'insertion et de l'inclusion dans le numérique. Donc vraiment, voilà, c'est un des premiers leviers effectivement qu'on peut avoir pour limiter la quantité de déchets. C'est tout simplement ne pas les jeter, en fait, leur faire vivre la plus longue vie possible, que ça soit sur notre territoire ou ailleurs, mais que ça arrive pas dans la poubelle, parce qu'effectivement il n'y a rien de recyclable dans le numérique. C'est tellement tout petit ce qu'on recycle que, enfin voilà, il faut pas se dire que ça part au recyclage, ça part forcément à quelque chose de plus, qui va plutôt être enfoui. Et puis à l'inverse, donc ça c'est quand vous voulez vous débarrasser de votre produit, mais vous pouvez aussi être dans l'autre côté de la chaîne et acheter du reconditionné. Et donc ça c'est le fait que y a des gens qui vont renouveler leur téléphone alors qu'ils ont un modèle qui est particulièrement encore récent. Et donc l'idée c'est qu'il y ait aussi un marché de gens qui achètent ces produits reconditionnés. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs proposent des gammes de reconditionnés. On a aussi une nouvelle marque à La Réunion qui s'appelle Refait, qui est proposée par Microstore, merci. Donc voilà, l'offre s'élargit, s'étoffe, mais pour ça, l'ensemble des acteurs, ils ont besoin qu'on en achète, parce que si on les achète pas, du coup, s'il n'y a pas un marché qui se crée, voilà, c'est quelque chose qui se tire dans tous les sens. C'est la demande qui crée l'offre et vice versa, et le fait de monter aussi des filières qui vont créer de l'emploi local, parce que ça soit la fabrication du téléphone ou son recyclage à la fin, ça ne se fait pas sur notre territoire. Donc l'idée sur la réparation et le réemploi, on est vraiment sur des choses qui vont nourrir notre économie locale, quoi.
compléter, c'est vrai que tu parles effectivement de cette quelque part de cette partie équipement. Donc on s'équipe d'une façon un peu différente, justement avec des produits reconditionnés. Et cet équipement est lié aussi justement ensuite à l'usage, avec l'usage de ces appareils. Donc c'est là nous on intervient. Ça permet vraiment d'avoir toute la boucle où voilà, on va connecter les gens, on va les équiper, notamment avec les produits reconditionnés, et aussi comment les accompagner pour bien utiliser effectivement leur téléphone, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, développer de nouvelles compétences par rapport aussi à l'accélération des nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment ce que nous faisons. Et tout à l'heure, pour rebondir aussi sur ce que monsieur disait, et oui, souvent, voilà, on va avoir peut-être un effet de mode dans nos pays, et puis peut-être au détriment d'autres pays. Je voulais, peut-être rappeler, peut-être certains le savent, mais le modèle Orange Digital Center, c'est un modèle qui vient du continent africain, donc et qui nous a inspiré, qui a inspiré tous les autres pays où Orange est présent, en Europe notamment. Donc c'est vraiment un modèle qui est parti au départ qui est né en Tunisie. Par rapport à un constat avec un fort taux de chômage chez les jeunes, et on a été amené justement à créer ce programme avec trois une partie école de code, donc pour former au codage informatique, une deuxième partie avec des Fab Labs, et une troisième partie sur le volet innovation. Et un modèle qui fonctionne avec plus de 20 000 personnes accompagnées à l'emploi en Afrique, et du coup qui nous a inspirés. Et donc c'est pour ça qu'on l'a lancé en Europe, en France hexagonale et dans les DROM en 2022. Et je trouve que c'est voilà, souvent on part plutôt d'un modèle en Europe pour aller dans d'autres pays. Là, ça a été l'inverse, et un modèle qui fonctionne très bien. Et l'avantage, c'est aussi c'est un modèle qui s'adapte vraiment aux spécificités locales. Et par exemple, un Orange Digital Center à Rennes ne sera pas forcément le même ici à La Réunion, parce que ici nous avons d'autres partenaires. Nous voilà, on le déploie vraiment avec toute une diversité de partenaires associatifs, les collectivités, l'Académie de La Réunion, vraiment. Et c'est ça vraiment qui fait la spécificité du modèle. Évidemment, nos salariés sont associés également pour accompagner l'usage du numérique. Et c'est vraiment quelque chose qui s'adapte avec le temps, en fonction des attentes. Et je pense que quand on parle de responsabilité des bons usages du numérique responsable, il y a effectivement la partie environnement, mais il y a aussi la partie inclusion numérique. Et voilà, donc c'est ce que nous faisons aussi. Je vous assure que c'est pas un coup monté, parce qu'effectivement, notre ami Harry, en apprenant tout au long de la vie, en montée en compétences avec nous, je le remercie d'ailleurs, c'est un fidèle, avait à nous parler avait une question, c'est ça pour nos experts. Et Harry est en pleine montée en compétences et il est sensibilisé, je crois, à ce numérique responsable. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir donné la parole. Et tout en vous écoutant, je réfléchissais aussi aux déchets numériques. Et j'étais en train de me poser la question, pourquoi, par exemple, arrêter l'évolution en numérique? Par exemple, je m'adresse à vous, Orange déjà, faire, je ne vous vise pas directement, mais c'est un peu à tous les membres numériques, je veux dire. Par exemple, arrêter les évolutions box. Ouais, c'est-à-dire que, parce que je réfléchissais, en 4 ans ou 5 ans, j'ai changé 4 box déjà. Pourquoi? Pour aller beaucoup plus loin, pour avoir beaucoup plus de gigas, par exemple. Pourquoi on ne statue pas un certain niveau pour dire, bon, on annule les box, on arrête les box, et maintenant, on vous envoie tout par câble, sans passer par la box. Ça aurait fait déjà un déchet en moins. Parce que sur 4 ou 5 ans, changer 4 box, ça va finir un jour ou l'autre, même si on a parlé de reconditionner. Même si vous le reconditionnez, mais arrivé à un certain moment, certaines années,
ça va quand même finir en enfouissement ou aux déchets. Parce que le numérique augmente toujours. On découvre beaucoup plus. Moi, personnellement, j'ai commencé à manipuler l'ordinateur dans le métro à Paris. Pour la première fois, j'ai touché un clavier d'ordinateur, c'était à Paris dans le métro, parce que je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est. J'ai fini à assembler, toujours, par connaissance, un centre d'études sans rien, à assembler un ordinateur dans les années, on va dire 92, 95, 97 à Paris. J'ai commencé comme ça. Bon, mais aujourd'hui, quand je demande, par exemple, pour me perfectionner, c'est beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire que je veux bien, parce que, comme je vous ai dit, je suis très intéressé par le numérique. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est ordinateur, à la maison, à moi seul, j'ai au moins 3 ordinateurs. Et il m'arrive des fois, 2, 3 mois après, je dis, tiens, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas allumé cet ordinateur, qu'est-ce que je fais? Je mets tout sur la table et j'allume tout. J'allume tout d'un coup, je fais des mises à jour et tout ce qui s'ensuit. Ben, alors là, mais un jour, les 4 ordinateurs finiront au déchet. Pourquoi? Parce qu'il y a trop. On arrive un peu de jour en jour, il faut changer ceci, il faut changer cela, il faut changer un peu tout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, et c'est la question que je pose, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mettre un certain barème, soit de gigas, soit pour aller beaucoup plus vite, mais statuer certaines hauteurs pour éviter ces déchets numériques? Parce qu'arrive un moment, même mon téléphone, j'ai un téléphone Samsung A35. Qu'est-ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, au moins 3-4 jours, j'ai acheté un S21. Vous voyez, alors qu'il fonctionne bien. La question est comprise. Moi, je sais que dans le projet de loi des finances 2025, la personne qui a plus d'un ordinateur chez elle va être taxée. Attention, Harry. Bon. Pourquoi? T'as 3 ordinateurs, 3 téléphones. Voilà. Ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Voilà. Qui c'est qui... Alors, je ne sais pas si j'aurai la réponse que vous attendez, mais déjà vous êtes un consommateur qui a plein d'ordinateurs, plusieurs téléphones. Je dirais que c'est pour répondre aux attentes de certains consommateurs. Donc après, je pense que les choses évoluent. La Livebox d'il y a quelques années ne ressemble plus forcément à la Livebox de maintenant, ne serait-ce que même dans la composition. Vous voyez, donc on va veiller justement à ce que ce soit plus facilement recyclable, etc. Et peut-être que demain, je ne sais pas, donc, il va y avoir de nouvelles solutions où on n'aura plus forcément tous ces produits matériels. Voilà ce que je peux vous dire, je suppose. Je pense que c'est un problème d'ensemble, mais qui est mondial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de comités de régulation. On a la finance qui est régulée mondialement. On a l'ONU qui arrive avec des grosses campagnes de développement durable. Le numérique, c'est un nouveau secteur d'activité depuis 1962. On n'est pas sur un secteur qui est tout à fait normé, réglementé. On retrouve de plus en plus de choses. Mais effectivement, on est sur un essor des technologies permanent. Si on n'évolue pas, on est mort en cybersécurité purement durement, parce que à force de s'habituer à quelque chose, on se fait hacker. Et quand on se fait hacker, on est pénalisé de grosses sanctions avec des organismes comme la CNIL ou encore la CPR pour les banques à assurance, qui viennent nous mettre de jolies amendes ou nous interdire d'exercer ou nous fermer, simplement. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un schéma d'ensemble qui est mondial à réguler. Après, effectivement, ça va passer par beaucoup de normatifs réglementaires. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'ISO qui sortent. Rien qu'en cybersécurité, aujourd'hui, il y en a déjà 5 qui sont sortis en moins de 2 ans, qui rappellent les obligations en matière de réglementation de données, qu'on fait pas ce qu'on veut avec la donnée, qu'il faut penser à sa résilience informatique, que ça coûte des interruptions de service.
on a plein de cas de société aujourd'hui qui ne les appliquent pas forcément, qui se retrouvent avec des arrêts assis, des pertes de chiffre d'affaires, etc. Donc on est vraiment sur un monde qui est complètement en train de changer tous les ans. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que l'accessibilité, faut la travailler. On a essayé de définir des standards. On l'a fait en Green IT aussi avec l'éco-conception. Par contre, c'est un monde émergent. Enfin, c'est pas... on est en 2024. On n'a pas eu le temps de tout explorer, on n'a pas eu le temps de tout découvrir et l'humain évolue. Donc, quand on voit, par exemple, le CHU qui s'est fait hacker à La Réunion, Colipay qui a perdu 6 semaines de production en décembre l'année dernière, le département, la mairie de Saint-Louis, on se dit quand même, on a intérêt à évoluer parce que ça reste quand même un standard où la marine, vous direz, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, la donnée. Je sais pas si j'ai répondu, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Comme on parlait de la voiture électrique, après ce sera des batteries qui deviendront déchets, arrive un moment. Alors, est-ce que la Terre, après, va pas être polluée que par des... Là, Claude, il va t'aider. S'il n'a plus de batterie, il n'a plus rien. Des trucs à hydrogène. Madame. Oui, alors c'est aussi c'est plus une remarque qu'une question en fait, mais en fait en vous écoutant, je trouve, et puis en réfléchissant, c'est vrai que je trouve que ce qui est compliqué en fait par rapport à ces questions, c'est que justement en fait on est dans un monde en fait le numérique ça pose plein d'injonctions contradictoires et notamment par rapport à ce que vous décrivez, par rapport aux solutions possibles, la réutilisation, la prolongation de la durée de vie, le fait de sensibiliser. Je sais pas si vous avez aussi parlé des Riparali, enfin des espaces pour sensibiliser par le fait de faire ensemble, etc. Et à la fois là, je discutais avant le début de la conférence avec quelqu'un qui travaille qui est médiateur numérique auprès de la mairie de Saint-Pierre et qui me disait en fait nous on peut pas utiliser du reconditionné pour les collectivités parce que justement il y a des gros problèmes de cybersécurité. Et en fait c'est là que je me dis en fait il y a vraiment un problème parce que d'un côté on a envie de sensibiliser les individus à faire mieux, à mieux consommer, mieux utiliser, prendre soin, et d'un autre côté en fait ce qui vient du haut des institutions les institutions peuvent pas se permettre de proposer des objets deuxième main parce qu'il y a toutes ces questions liées au risque, à la gestion, etc. Donc, en tout cas, tout d'un coup, ça m'a questionné en fait. Bon questionnement. Il y a même une autre une loi qu'il faudrait faire évoluer, un règlement, c'est qu'une collectivité ne peut pas bénéficier d'aide pour du matériel reconditionné, mais ça a été en cours d'évolution, Philippe, je crois que non. On peut pas déposer un dossier FEDER ou autre, il faut que du matériel neuf, voilà, pour obtenir des aides. C'est dommage. Une collectivité peut pas acquérir de matériel reconditionné. Effectivement, les réglementations font un peu la loi, c'est le principe dans tous ces sujets. Mais les réglementations, elles sont amenées à évoluer et l'idée, c'est que tout ça, ça ne tient qu'à des humains, à des gens qui, dans les collectivités, vont faire remonter, puis que c'est inadmissible, qu'il faut absolument faire changer les choses. Et les choses, elles bougent au niveau de l'État, elles bougent au niveau des différentes collectivités.
ça va pas assez vite. On a toujours envie que ça aille plus vite, mais en vrai, quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont en train, qui sont en train de changer. Évidemment, le reconditionné, ça n'existait pas vraiment il y a 10 ans, et donc 10 ans pour de la réglementation, c'est très court. Donc l'idée, c'est de faire évoluer les choses. Et moi, je reste convaincu que on n'est jamais impuissant on se croit toujours tout seul en fait. On se croit toujours tout seul et en se disant si moi je fais mon truc dans mon coin, ça sert à rien. L'idée c'est peut-être qu'on soit plus actifs, tous les gens qui y croient et qui ont envie de faire changer les choses, qu'on soit plus actifs sur ce qu'on demande, sur à qui on le demande et comment. Et on peut écrire à nos maires, on peut écrire à nos députés, on peut écrire aux entreprises, on peut collectivement décider de faire des pétitions ou des mouvements qui vont exprimer notre voix. Il faut qu'on nous entende pour qu'on sache que on n'est pas d'accord avec quelque chose. Et effectivement, si moi toute seule, je me mets à boycotter Apple parce que je veux qu'ils arrêtent de sortir un iPhone tous les ans, je crois pas qu'ils m'entendent. Mais peut-être que si on lance un mouvement plus général et qu'on décide de donner de l'ampleur à cette voix citoyenne pour qu'on le fasse tous ensemble, ça peut, effectivement, il faut beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, à notre échelle, à La Réunion, c'est ça que moi je trouve très enthousiasmant dans la transition, c'est que on a tous accès à tout le monde. On peut tous écrire à tous les gens qui prennent des décisions à La Réunion. Et on est sur un tout petit territoire. Et si vous arrivez à rassembler 20 000 personnes à La Réunion, il y a n'importe qui vous écoute en fait. Et donc on peut créer des mouvements pour essayer de faire avancer les choses. J'entends, hein, hyper utopiste, on n'y croit pas, etc. Mais moi ça reste ma conviction que plus on est nombreux à vouloir le faire, plus on est entendu. Et je rencontre trop de gens, moi, quand je fais dans des sensibilisations dans les organisations, qui ont l'impression d'être tout seuls et ils se rendent même pas compte que déjà ils sont pas tout seuls dans leur entreprise, ils sont déjà très nombreux. C'est juste qu'ils se connaissent pas, ils se sont pas identifiés, ils ont pas fait tous ensemble, et que en vrai, s'ils se regroupent et s'il y a 15 personnes dans une entreprise qui vont voir leur manager ou leur directeur général pour leur dire on a besoin de ça, on aimerait ça, nous on veut plus de téléphones neufs, on veut des téléphones reconditionnés, on aimerait faire une opération pour le Digital Cleanup Day, on aimerait ça. A priori, ils vont être entendus. On est aujourd'hui dans une société où les dirigeants, même s'ils le font pas toujours pour les bonnes raisons, ils entendent les réclamations sur la transition écologique parce que ça fait bien. Donc du coup, s'il y a des initiatives, peu importe votre niveau d'échelle dans une organisation, à mon sens, il faut essayer d'y aller, quoi. Merci Émilie. On a eu une illustration tout à l'heure lors de l'ouverture. 13 parlementaires réunionnais, entre députés et sénateurs, 5 amendements déposés. On n'a pas besoin de milliers, hein. Des fois. Voilà. Mais les lois passent par eux. Et m'en avait monsieur. Bonjour. Merci d'être là et de nous écouter. Je vous entends, vous parlez souvent de matériel, du hardware, du reconditionné, mais il y a aussi la partie software où, pour pas citer Microsoft ou Apple, avec sur son nouveau système Windows 11, où il impose justement du nouveau matériel, même si on a un matériel qui fonctionne bien, on peut pas installer Windows 11 dessus. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Cette partie software qui impose, qui nous oblige justement à changer de matériel. Voilà, c'est ma question. Vous avez posé une question qui a trait à la gestion des entreprises, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, l'amortissement a lieu et donc on doit changer. Mais ça, je rejoins le propos de madame, c'est à nous de faire changer les choses, mais pas seulement par écrit, hein. Parce que la relation, si elle se fait que par écrit dans une société où on ne lit plus beaucoup, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on soit aussi, qu'on soit aussi dans la rue. Je ne sais pas, je suis pas gilet jaune moi,
mais qu'on soit aussi en relation directe, parce qu'on est des êtres humains, on est une société, il faut qu'on parle entre nous. La vraie conciliation, c'est de discuter entre nous et non pas de parler de manière dématérialisée, entre guillemets. Quand je dis parler, c'est faux. Hein. On écrit quelque chose, on ne sait pas qui a écrit, et puis voilà, puis j'en signe, et puis bon, j'ai signé. Bon, c'est une démarche individuelle et individualiste qui ne marchera pas si on veut faire avancer les choses. Ceci est un téléphone reconditionné. Il a 10 ans. J'ai refusé d'en acheter un autre, malgré les multiples coups de téléphone que je reçois, en particulier d'Orange. Ah oui, eh ben, hein. Bon, il est donc très important d'avoir cette réflexion. Il y a l'écrit, mais on est une société individualiste où il y a l'oral. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Il faut qu'on crée du lien, et le lien se fait pas avec la dématérialisation. C'est clair. Bon, pour répondre à propos de monsieur tout à l'heure, il indiquait comment on fait pour reconditionner et pour récupérer les métaux rares. Eh bien, c'est bien le fondement d'une de vos questions. Bon, eh bien, il faut savoir que les métaux rares, on peut les reconditionner jusqu'à 7 fois, par exemple, les métaux rares pour les panneaux solaires, etc., jusqu'à 7 fois. La 8e fois, on les broie, on les renvoie en France, en métropole. Et j'ai déjà trouvé en métropole quelqu'un qui s'en occupe. Bon, donc c'est possible. En ce qui concerne les batteries de voitures électriques, on peut très bien, pour éviter que ce soit des bombes, désolé, hein. Bon, on peut très bien réparer, parce que quand une voiture électrique ne fonctionne plus, en général, dans la batterie, il n'y a qu'un élément qui ne va pas. On peut très bien réparer à la réunion et éviter les bombes. Bon, il me presse, donc je passe le micro. Je suis un Max sympa, moi. Non, merci Claude. Merci Claude. Je suis obligé de jouer le maître du temps parce que monsieur attend quelque chose au niveau du logiciel. Et Anne. Alors, faut savoir que ton logiciel, pour fonctionner, il crame globalement ton CPU et ta RAM. Chaque année, au global, l'usager veut de plus en plus de fonctionnalités, de trucs nouveaux, de ci, de ce, de là. Au final, on augmente les consommations CPU et les consommations RAM. Donc, ton OS, il consomme de plus en plus, ce qui fait qu'effectivement, t'as une solution, c'est à la rigueur faire des montées de version pour être à jour sur tes technologies, etc., pour rationaliser un peu l'approche sécurité. Par contre, t'as la partie vraiment usage machine, où ta machine, elle a un espace très précis pour mettre ta RAM, ton CPU, et au bout d'un moment, ton OS va tellement consommer ta RAM et ton CPU que tu n'auras plus d'autre choix que de changer d'ordinateur, parce qu'en fait, les usages qu'on a aujourd'hui, je te prends la 4K en exemple, globalement, ton PC, tu l'utilises à 80% de ton temps pour regarder des vidéos. C'est très vorace en consommation CPU et RAM. Parce que du coup, c'est ta RAM qui va stocker l'image en tampon, c'est ton CPU qui va l'interpréter et qui va te l'afficher. Sauf que plus on augmente la résolution d'image, plus tu as de besoin. Et tout ça, malheureusement, tu le cumules et t'obtiens des machines de guerre qui augmentent d'année en année au niveau PC pur. Aujourd'hui, tu prends Microsoft, par exemple, il faut 16 Go de RAM minimum pour faire tourner ta suite Office 365 au complet, quoi. Historiquement, t'étais à 8. Voilà. C'est pareil pour les téléphones, effectivement, mais après, ça reste des mini-ordinateurs. Hein. Maintenant, on n'est plus sur juste un téléphone. Hein. Là, clairement, il fait le café, le truc. Ça va avec. Donc voilà, j'espère que j'ai pu apporter une réponse à ta question. Le maître du temps devrait être content, il est 30, je lui rends son micro. Oui, on va prendre, on est sur 16h30 normalement, on va prendre quand même une ou deux dernières questions. Qui? Monsieur. Dommage. Alors, on va, en plus, j'ai une pour vous, Madame Émilie, c'est surtout pour votre projet. Mais là, la question, je vais poser à Madame Laurence pour Orange. Autant qu'une entreprise du CAC 40, les anciens ordinateurs qui sont plus performants, qu'est-ce que vous faites? Parce que par expérience, je travaille dans pas mal de grandes entreprises, on détruit l'ordinateur sous prétexte, comme l'a dit notre collègue, sous prétexte pour protéger les données de l'entreprise. Donc, c'est pour détruire. Ça, c'est ma première question. Pourquoi? Parce que j'ai des apprenants, surtout en programme d'insertion socio-professionnelle, ils n'ont ni téléphone, ni ordinateur, ils n'ont pas le moyen d'acheter. Et donc, pourquoi ne pas obliger les grandes entreprises à donner l'ancien matériel? Parce que pour vous, c'est pas performant parce que après, ce qu'ils font les gens, il faut beaucoup de capacité. Mais pour les jeunes qui veulent apprendre à taper sur Word,
je pense que ça peut servir. Pourquoi ne pas obliger les entreprises, surtout les grandes entreprises, à fournir une partie de leur ancien matériel au lieu de le détruire? Il doit y avoir des moyens pour tout nettoyer. Ma deuxième question pour le monsieur, vous avez parlé sur recyclage batterie. Je viens de changer la batterie de ma voiture. C'est une très ancienne voiture quand même. Le problème, c'est que ça fait un mois que je cherche un centre de recyclage pour jeter l'ancienne batterie de ma voiture. C'est pas une voiture électrique, c'est une voiture normale. En fait, c'est bien de dire il faut recycler, mais là où j'habite à Sainte-Suzanne et je vous cache pas, la route où je passe, il y a plein de batteries par terre. Et parfois, il y a le diable qui commence à me dire, Nabil, toi aussi, jette le batterie. Non, je vais pas le faire. Je vais chercher jusqu'à ce que je trouve la réponse, mais je commence à perdre espoir. Où est-ce que je peux recycler un batterie d'une voiture normale? C'est pas une voiture électrique. Merci. Désolé, ces deux questions, on le dit seul. Voilà. Quelles sont les passerelles entre les enjeux de sobriété numérique et la médiation numérique, l'un des axes majeurs des NEC? C'est un document d'Orange. Les ordinateurs du personnel d'Orange en France, arrivés en fin de vie, sont confiés à AFB, entreprise adaptée spécialisée dans le reconditionnement de PC qui emploie des personnes en situation de handicap. Donc, j'aimerais bien que Miss Orange parle là-dessus parce que c'est quelque chose qui existe quand même. Vous le faites, hein. Alors, autant vous mettre en haut. Alors, je m'appelle pas Miss Orange, mais Laurence Rézac. Je vous rappelle mon nom, K.O. Monsieur. Donc, nous avons effectivement des projets en cours par rapport au recyclage de nos ordinateurs. Déjà, pour justement faire le lien avec ce que nous menons en parallèle autour de l'inclusion numérique et de l'accompagnement. Donc, justement, le travail que nous faisons avec des associations. Donc, il y a des projets en cours. Et même, il y a quelques années, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de produits reconditionnés. Nous avions des ateliers supercodeurs en interne où on permettait à des collégiens d'avoir des notions en codage informatique. Et du coup, on leur permettait justement de travailler sur ces ordinateurs-là qui étaient mis à leur disposition le temps de ces ateliers. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a un projet beaucoup plus global justement pour réfléchir au reconditionnement et la seconde vie de ces ordinateurs utilisés par les salariés dans un premier temps. Mais on le faisait déjà il y a quelques années. Donc, voilà. Et pour faire le lien justement avec l'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un ordinateur, c'est encore mieux quand on sait l'utiliser. Donc on essaie vraiment de coupler les deux. Alors, j'ai pas terminé ce que j'étais en train de lire parce que je voulais absolument passer le témoin à Louisa, à Madame Laurence Rézac, mais je continue la lecture quand même parce que elle leur donnera une deuxième chance, une deuxième vie. Une partie de ces ordinateurs intégreront notre coup de pouce qui propose une connexion Internet sans engagement et un ordinateur reconditionné pour un coût réduit. Alors je pense quand même que la démarche est intéressante dans l'aspect de la sobriété numérique. Hein, c'est une démarche qui est intéressante de la part d'une grosse société. Ça mérite d'être souligné. Maintenant, il faut qu'on rentre en relation, il faut que les relations humaines fonctionnent. Ce n'est pas seulement que dématérialisé. Sinon, ça va encore être complètement stérilisé et on passera à côté. Du bonheur. C'est-à-dire baisser le taux carbone et avoir des puits carbone plus conséquents. Pour information, je me permets, parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais je me permets en tant qu'Écologie Réunion, depuis 1981, de vous indiquer que la terre du Donbass, je n'entre pas du tout dans le conflit, mais c'est une terre extrêmement riche dans le sous-sol, est extrêmement riche en lithium. Je vous dis ça comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, ça c'était pour une petite incidente gracieuse que je vous offre. Je rends la parole à Monsieur le Président de Solidarité. Animateur, c'est tout. Merci Claude. C'était la régie m'a fait signe. C'était le mot de la fin, puisqu'on est 4 salles en parallèle, c'est coupé, ils sont tous déjà en train de boire. Mais ça veut dire que le sujet est intéressant, que ça a intéressé. Et donc Yannick va être bien embêté pour faire la restitution demain, mais il se débrouillera.
Exactement. Merci à tous.